ce projet, aussi bien le plan de redressement ou les autres programmes presse et autres restent toujours plus que jamais d'actualité. Dès lors, il est légitime de se poser la question de savoir qu'est-ce qui va concrètement changer. Ce qui va changer, le Premier ministre, M. Al-Amin Lo, l'a rappelé dès les premières minutes qui ont suivi sa nomination. Nous allons partir vers une mutation qui va découler de l'expérience et des constatations et leçons apprises durant ces 2 premières années d'exercice, mais surtout apporter les correctifs utiles afin que, en tout cas, les années, les mois qui nous restent pour ce mandat soient des années, des mois qui seront consacrés non pas à faire des promesses, mais à délivrer des résultats. Concrètement, comment ça va se manifester? C'est tout simplement, surtout au niveau de la méthodologie de travail. C'est quoi? C'est parvenir à un décloisonnement de l'action publique quelque part. Parce que ces dernières années, il a été constaté effectivement que bien qu'on ait plusieurs ministères, bien qu'on ait plusieurs structures qui concourent à la poursuite des objectifs déclinés effectivement dans les programmes et dans les plans, il va de soi qu'il manquait de fluidité au niveau des échanges d'informations et de coordination. Remédier à cela, c'est développer l'interministérialité, c'est développer la coordination et la coopération entre les différentes entités. Mais c'est aussi au niveau de la coordination générale de l'action du gouvernement. La primature ne devra plus rester une entité qui enregistre les dépenses engagées. On ne raisonnera plus en termes de « on a sorti tant de milliards pour tel programme », mais ce qui sera le plus déterminant, c'est de regarder quels sont les résultats concrets qui ont été délivrés quelque part. C'est une manière de s'assurer que chaque franc engagé dans le cadre de l'action publique va produire le résultat escompté. Donc, le plus déterminant ne sera plus de dire qu'on a engagé ou investi tant de milliards, ce sera de voir concrètement comment nous avons pu quand même répondre aux aspirations de la population. Ce qui va changer aussi, c'est par rapport aux attentes légitimes des citoyens sénégalais. N'oublions pas que le président de la République a été élu sur la base d'un programme, un programme qui promettait aux Sénégalais un Sénégal juste et prospère. Juste parce que tout simplement, nous aurons en tout cas apporté les correctifs utiles pour s'assurer que l'égalité des chances continuera à être effectivement une réalité intangible dans ce pays. Parce que nous sommes dans un pays où, en tout cas, une bonne partie de nos concitoyens vivent dans une situation de pauvreté selon les chiffres des organismes internationaux. Et il va de soi que dans une conjoncture pareille, nous devons avoir un État aussi social. Un État social qui fait de la satisfaction des besoins légitimes des citoyens, c'est-à-dire les besoins de base en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'emploi, en matière d'opportunités. Mais c'est aussi une manière de libérer les énergies des Sénégalais, de libérer les énergies des entrepreneurs
pour que les Sénégalais puissent libérer et réaliser le potentiel qui dort en eux. L'État devra, dans les années à venir, œuvrer à travers des programmes d'urgence qui permettront effectivement d'apporter ces correctifs. Ce qui va changer aussi, bien avant d'ailleurs le changement de gouvernement, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait déjà annoncé la couleur. C'était la décision de changer la périodicité des conseils des ministres, qui ne seront plus des conseils hebdomadaires, mais qui vont intervenir tous les 15 jours. Et on mettra à profit la période, la semaine intermédiaire, pour procéder à une sorte d'évaluation de l'action des ministres, mais également, avant même de venir, il va falloir qu'on ait un tableau de bord qui permette aux ministres et aux ministres en tout cas d'évaluer quelque part leurs collaborateurs, que ce soit des DG ou d'autres responsables de services ou d'entités rattachées. Donc cette évaluation permanente nous permettra à temps réel de savoir où est-ce que nous en sommes sur la réalisation de ces programmes, sur la poursuite de ces objectifs stratégiques qui devront à terme transformer radicalement, en tout cas, les conditions de vie des citoyens. Vous l'aurez sans doute senti, ce n'est pas simplement un changement de discours. Ce à quoi nous aspirons, c'est un changement, mais un changement, une révolution opérationnelle au niveau du déploiement de l'action publique quelque part. Et cela passera effectivement par un changement de paradigme. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir de là, la primature devra se repositionner. Ces 2 dernières années, nous avons assisté, en tout cas dans l'esprit de bon nombre de collaborateurs, à une réalité qui ne doit pas être celle-ci. C'est quoi? C'est qu'il y avait une distinction factice entre l'action de la présidence et l'action de la primature. Or, l'action de la présidence et l'action de la primature, c'est 2 facettes d'une unique et même réalité. Inséparables, parce que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, et c'est son Premier ministre, au terme de la Constitution, qui est chargé de coordonner et d'exécuter cette politique quelque part. Sans doute, nous allons assister, et nous avons d'ores et déjà commencé à assister à ce qu'on appelle un retour de balancier qui va nous ramener vers des équilibres initiaux, vers le jeu normal des institutions où la présidence de la République et la primature concourent à la réalisation des mêmes objectifs dans le respect effectivement des pouvoirs propres à chacune de ces entités plutôt, mais aussi dans la collaboration et le respect de 3 critères que le président aussi a posés au moment de la formation du gouvernement. Oui, il fallait être compétent pour faire partie de ce gouvernement. La compétence a été un des critères déterminants pour choisir les ministres en place. En plus de la compétence, il y a un autre critère qu'il a posé comme une exigence fondamentale, c'est la loyauté. Oui, sans la loyauté, la compétence ne sert à rien. Elle peut même être dangereuse quelque part s'il y a un compétent qui n'est pas loyal parce qu'il peut y avoir des détournements d'objectifs. Dernier point, c'est la déférence, c'est le respect et l'acceptation de l'autorité. Parce que c'est la Constitution qui le dit, le président de la République est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, mais également c'est lui qui préside le Conseil national de sécurité et le Conseil national de défense. Donc, au terme de notre Constitution, c'est au président et au président seul de déterminer la politique de la nation et aussi de quotidiennement, en tout cas, avoir en main et l'autorité, en tout cas dans la gouvernance et le déploiement des politiques publiques. Vous l'aurez sans doute senti, c'est dans ce contexte particulier que nous avons estimé qu'il n'était pas de mauvaise méthode de nous réunir après la formation de ce gouvernement. Ce gouvernement, vous l'avez sans doute senti, c'est un gouvernement à
technocratique, ce qui veut dire que le critère de la compétence a été le critère le plus déterminant, sans négliger effectivement la nécessité de trouver un équilibre politique avec les entités qui sont présentes. Maintenant, à côté de ces entités qui sont présentes, il y a aussi les forces vives de la nation qui aussi peuvent continuer. Et le président avait déjà commencé les consultations à l'accompagner dans la poursuite et l'exécution de son projet politique national et effectivement les consultations qu'il avait initiées lors des séries de dialogues, de rencontres au niveau du dialogue à partir du 28 en tout cas qui avait été initié. Il entend poursuivre en tout cas la même dynamique parce que avant tout nous sommes conscients que le Sénégal est indivisible et quels que soient les enjeux du moment, nous ne devons jamais oublier qu'on est tous Sénégalais. Ça veut dire effectivement qu'au-delà de l'adversité du moment, on nous invite effectivement à mener une réflexion stratégique. Une réflexion stratégique parce que vous êtes la structure des cadres. Je peux dire même que nous devons être le cerveau qui propose, qui anticipe, mais qui réagit effectivement pour rétablir la vérité, pour arrêter les contre-vérités, mais effectivement aussi qui devra développer une réflexion stratégique qui nous permettra d'anticiper sur les différents cas de figure, mais également tout en restant lucide et collé à la gestion des quotidiens des Sénégalais. Voilà en quelques mots ce que j'avais à vous délivrer et vous souhaite encore une fois la bienvenue et donc j'ose espérer en tout cas que les débats qui suivront dans les différents points programmatiques qui ne sont pas exhaustifs, mais il fallait choisir quelques orateurs. Ces différents points nous serviront en tout cas à borner le cadrage et également avec Madame le superviseur général qui, dans quelques minutes, viendra me succéder devant ces micros. Nous aurons effectivement en tout cas posé les premiers jalons qui devront accompagner la réflexion stratégique qui devra en tout cas tout au long du reste du mandat être à côté comme un bras supplétif pour le gouvernement en place. Merci de votre attention.